Bienvenue dans la causerie et ce matin nous avons sur ce plateau Félicien Fagnon, il est journaliste au quotidien Le Matinal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, et en face de vous nous avons Gao Giraud, il est analyste des questions d'actualité. Bonjour. Bonjour Madame Olali. Bienvenue. Alors le samedi 14 dernier, le monde entier a célébré la journée internationale des personnes de troisième âge. Et ici au Bénin, quelles sont les conditions qui sont réservées à ces personnes-là? Nous allons en parler avec nos chers invités. Félicien Fagnon, doit-on s'inquiéter quand on avance en âge ici au Bénin? Je pense que non. Non, parce que quelles que soient les conditions dans lesquelles vous êtes traité, quand vous entrez dans cette prestigieuse classe de personnes âgées, on ne devrait pas avoir peur parce que tout le monde aime vivre et qui veut mourir. Même si dans les villages, il y a un mauvais traitement qui est fait des personnes âgées, je pense que personne ne veut mourir et c'est toujours un plaisir pour les gens d'accéder donc à cette classe-là. Gao Giraud, même question. Doit-on s'inquiéter? Je pense probablement que oui. Moi je pense qu'on puisse s'inquiéter. Pourquoi? Voilà. Le pourquoi, c'est parce que on n'a pas été, les parents peut-être, ou bien la vieillesse se prépare en fait. Voilà. Le troisième âge dont on parle, c'est une préparation. Mais à mon niveau, à mon âge actuel, quand j'observe les personnes du troisième âge, je remarque qu'il y a une préparation qui n'a pas été faite. Cela fait que... Préparation à quel niveau? Au niveau des personnes même ou bien au niveau de l'État, au niveau de la société? D'abord au niveau de la personne même, avant de venir sur l'État. Au niveau de la personne même, il faut que... J'ai d'abord pour déficience de comprendre que l'homme naît enfant, d'accord, et va mourir enfant. Cela suppose quoi? Un enfant, un bébé, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de lui. Donc, s'il va mourir également enfant ou bébé, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupera de lui. Mais les personnes du troisième âge, avant de venir là, on ne prépare pas en grève celui qui doit s'occuper de soi à sa vieillesse. Donc, c'est là mon inquiétude en fait. C'est là mon inquiétude. Mais qu'aujourd'hui, on a des grands-parents, mais qui se vivent seuls actuellement. Ils ont des enfants qui chacun est dans ses activités, mais ils vivent seuls. Est-ce que l'État là, quand moi je vois l'État là, je me dis, c'est une inquiétude. C'est l'État là en réalité. Juste quand j'observe ça, moi je ne veux pas être seul, étant vieux. Voilà. C'est mon inquiétude. Une partie de son explication. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'il est en train de dire? Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur le point de vue que la préparation doit commencer d'abord par la personne elle-même. Je pense que la préparation doit commencer par la personne elle-même. Mais comme je l'ai dit au début, il y a quand même un principe fondamental. Qui est-ce qui veut mourir? C'est cela en fait le problème. C'est pour ça que moi je dis qu'on ne doit pas s'inquiéter lorsqu'on avance vers cette classe de personnes âgées. Parce qu'on veut d'abord, on aime vivre. La vie est intéressante quand même. Et donc, d'abord ça. Et puis, vous n'allez accuser personne si vous-même vous n'avez pas préparé votre vieillesse. Et que si vous vous retrouvez dans des conditions un peu difficiles, vous n'allez accuser personne, vous n'allez pas vouloir à quelqu'un. Et donc, vous vivez les conditions là comme ça. Et puis, bon, s'il y a eu amélioration après, d'accord. S'il n'y en a pas, vous restez malheureusement dedans jusqu'à ce qu'un jour, vous receviez l'appel de Dieu. Je pense que c'est ça. Mais, ça se prépare. On dit que qui va loin ménage donc sa monture. Si vous aspirez à vivre bien, à vivre dans de meilleures conditions lorsque vous serez une personne de troisième âge, ça commence dès maintenant. Même si vous êtes paysan, même si vous êtes un agriculteur, j'allais dire, vous pouvez préparer votre retraite. Même si vous êtes commerçant, vous pouvez préparer votre retraite. Mais si vous ne le faites pas, et que vous vous foutez des réformes peut-être que l'État fait, et vous vous foutez de tout ce que les gens font, même dans le secteur privé, de tout ce qu'on fait pour que vous ayez une vieillesse bien assurée, demain vous assurez vous-même les conséquences. Parce que vous n'allez pas compter sur d'autres personnes pour s'occuper de vous. Vous n'allez pas compter sur vos enfants parce qu'ils ne vont pas rester enfants pour toujours.
eux-mêmes ils vont grandir. Parce que d'abord, pour être une personne de troisième âge, il faut avoir au moins 60 ans. Oui. Lorsque vous avez 60 ans, c'est que vous avez, si vous avez vite commencé, votre enfant a au moins 30 ans. À 30 ans, lui aussi, il va fonder un foyer. S'il est un homme, s'il est une famille, s'il est parti en mariage, peut-être, il ne sera pas avec vous. Et donc, quelque chose que vous allez faire, c'est que vous pourriez vivre vraiment seul. Et si vous n'aviez pas préparé cette retraite, si vous n'aviez pas préparé ce moment-là de votre vie, c'est clair que vous allez souffrir, même si vous avez de l'argent, parce qu'on ne commande pas tout à l'argent. Voilà, comment est-ce que ça doit se préparer alors? Bon, pour la préparation, je pense que c'est d'abord comment faire pour informer les enfants et les informer donc de l'état là qui viendra, qu'on le veuille ou pas. Et comment faire pour être sûr que la retraite s'est préparée et on peut au moins, même si les enfants ne sont pas là, avoir service d'autres personnes. C'est des choses qui se préparent. Il faut avoir service d'autres personnes. Ce n'est pas forcément les enfants qui vont s'occuper de soi à sa retraite parce qu'ils seront forcément également à leurs occupations. Mais vous avez peut-être une ménagère ou bien une assistante et tout qui sont là et qui vous assistent. Et de temps en temps également, l'éducation donnée à ces enfants-là vont les amener à vous rendre visite de temps en temps. Parce que tout ça là, on le fait, l'enfant le fait aisément quand il se rappelle dans des moments également de vécu avec les parents. Voilà, donc quand l'enfant se rappelle de tout ça là, qu'on le veut ou pas, quelles que soient les occupations qu'on a, c'est avec une fierté qu'on fait de tout de temps en temps pour aller voir les parents. Donc je pense que notre sociologie ne nous avait pas habitués à cet état-là. Et puis on a été un peu éduqués dans le fait où les parents sont uniquement les chefs, point bas. Et quand on reste dans l'atmosphère là, des chefs, point bas, quand l'autre aussi devient chef, il fait le chef à son niveau, point bas, et puis il ne se soucie de rien du tout. Mais si c'était le contraire, on avait éduqué, on éduque nos enfants dans l'intention que nous formons, que nous sommes une famille et nous sommes des amis, et qu'il n'y a pas donc de chef en tant que tel. Quand je dis chef là, ce n'est pas pour dire que nous sommes tous pareils, nous sommes tous au même pied d'égalité, non. Mais on comprend que oui, il y a donc de la fraternité, de l'amour et tout. Je pense que qu'on le veut ou pas, à l'âge adulte, les enfants feront le maximum pour ne pas laisser les gens du troisième âge vivre seuls. Maintenant, je rejoins vos avis par rapport à la première question. Et le pan qu'il a abordé, c'était le pan où on ne peut pas dire non, que la vieillesse, ce n'est pas une joie. Non, tout le monde rêve, même si c'est à 100 ans, si je peux me trouver debout à 100 ans et vivre encore de la vie là, où bénéficier donc de la joie de la vie et tout le monde souhaite ça. Tout le monde souhaite ça. Ça, le débat, je pense que le débat n'est pas à ce niveau-là, mais c'est comment vivre maintenant. Qui est le souci. Voilà. Félicien Fagnon, à quel niveau se trouve la responsabilité de l'État? Si déjà les parents essayent de responsabiliser les enfants pour leur vieillesse, à quel niveau l'État doit intervenir pour que ce vieillard ou bien cette personne-là ne se sente pas abandonnée? Vous savez, l'État a le devoir de protéger et de soutenir les personnes vulnérables. Et les personnes du troisième âge font partie des personnes vulnérables. Quel que soit leur niveau de vie sociale, même s'ils sont milliardaires, et ces personnes du troisième âge sont considérées comme des personnes vulnérables. Parce que à cette étape-là de votre vie, vous n'avez plus forcément toutes les facultés au point, vous n'avez plus forcément toutes les capacités d'agir comme cela se doit. Et donc, vous avez beau avoir de l'argent, mais on peut vous faire du mal facilement. Vous n'avez pas la force physiquement, vous n'avez pas tout. Et donc, on peut vous faire du mal. Donc, l'État a le devoir de protéger et de soutenir les personnes vulnérables. Donc, c'est à partir de là que l'État aussi se doit de créer des conditions favorables pour que les personnes du troisième âge soient aussi épanouies. Tout comme les enfants, tout comme les personnes handicapées, tout comme les femmes que c'était qualifié de sexe faible, et ainsi de suite. Et je pense que à l'étape où nous sommes, je crois que des efforts se font. Des efforts se font. Quel genre d'efforts déjà? Oui, vous savez, il y a par exemple un projet de loi qui a été donc initié par le ministère des Affaires sociales, portant donc sur l'accès des personnes âgées aux services sociaux de base.
dans ce projet de loi, si cela donc était donc adopté et promulgué, je pense qu'il y a un certain nombre de droits qui reviennent aux personnes du troisième âge, aux personnes âgées, comme c'est le cas pour les personnes handicapées. Par exemple, vous allez à la banque, vous voyez devant vous quelqu'un qui a 80 ans ou bien qui a 70 ans qui est devant vous, vous devez lui céder votre place. En tout cas, vous devez le prioriser. Il en sera de même pour les bus. Et vous voulez prendre un moyen de transport, et le bus est peut-être rempli, il n'y a qu'une seule place, le plus jeune doit laisser sa place à la personne qui est quand même plus vieille. Donc, il y a tout ça. Maintenant, en dehors de ça, l'État a construit des centres d'intégration et d'épanouissement des personnes âgées que nous appelons des CIEPA. L'État en a construit dans certaines localités du pays. Et dans ces centres-là, si vous allez dans un village ou bien dans une localité où il y a des personnes âgées, ils se regroupent là. D'abord, elles se sont constituées un peu en association. Elles vont là où il y a des jeux. Ça peut être des jeux de cartes, de ludo et tout ce qu'il faut. Il y a même des instruments de sport pour qu'ils puissent donc faire des exercices physiques. Il y a également des médecins qui sont commis et qui viennent par mois les voir, contrôler leur tension, pour voir comment est-ce qu'ils se portent. Et s'il y a même de petits soins, des soins primaires qu'il faut leur administrer, avec l'aide des centres de promotion sociale, ces personnes âgées sont prises en charge et gratuitement. Il n'y a rien à payer. Donc l'État en a construit. À Tchaourou, il y en a, on en a vu. À Abomey, il y en a, ça a été construit donc au frais de l'État. Il y en a encore en projet. En ce moment, à Cotonou également, il y en a. Donc l'État en a construit un peu partout pour soutenir ces personnes âgées-là. Et en dehors de ça également, il y a des facilités qui leur sont offertes. Ces personnes âgées qui sont dans les localités où il n'y a pas de CIEPA, on a même fait un magazine qui a été diffusé récemment, ils peuvent se rendre dans n'importe quel centre de promotion sociale et poser leurs problèmes. Ils sont soutenus. Il y a quand même un budget qui est alloué pour donc, la prise en charge de ces personnes âgées-là. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas de quoi manger. Oui. Ces personnes âgées sont donc prises en charge. C'est vrai que c'est assez nombreux ces efforts de l'État à l'égard de ces personnes du troisième âge. Mais qu'est-ce qui est fait pour que ces personnes âgées soient mises au courant de l'effort fourni par le gouvernement? Parce que c'est vrai que s'ils ne sont pas informés, s'ils ne savent pas qu'il y a ces centres installés, ils ne peuvent pas bénéficier. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc il faut les informer. Oui. L'informer. Donc l'État doit les sensibiliser. Voilà, doit les sensibiliser effectivement. Voilà, donc et nous jeunes également, c'est également notre rôle. C'est également leur rôle également donc d'informer les personnes âgées, de les amener à visiter ces lieux-là pour pouvoir se distraire et se détendre. Voilà. Est-ce que quelque chose est fait dans ce sens? Oui, vous savez, les personnes âgées ne suivent pas toutes la télévision forcément, mais il y en a qui suivent la radio. Et comme je vous l'ai dit, elles sont prises en charge au niveau des centres de promotion sociale. Et sur le territoire béninois, nous en avons 85. Sur 77 communes, on a aujourd'hui 85 CPS. Je sais qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour qu'en 2020, ces centres CPS soient réhabilités et puis pour plus tard étendus dans d'autres arrondissements du pays. Et ces personnes âgées, mais ils sont quand même informés, je sais, parce que quand moi j'ai été à Tchaourou, on ne les avait pas prévenus. Avant d'aller à Tchaourou, par exemple, on est allé à Tchaourou un samedi matin, ils étaient là. Ils étaient là, des vieux, même des vieilles, ils étaient là et s'amusaient. Entre eux, il n'y avait même pas des jeunes là, non. Juste qu'il y a l'animateur du centre de promotion sociale qui est là, qui, si on doit leur donner quelque chose, il leur donne. Et ils ont même une télévision, ils ont une salle de conférence comme ça, ils ont leur bureau, ils ont quand même tout. Et ils s'organisent entre eux. Et donc, c'est dire que l'information passe quand même. Il y a des canaux d'information, il y a même les mairies. Qui nous aident aussi parce qu'ils sont des associations au niveau donc des mairies. Et donc l'information passe, c'est vrai, il reste encore à faire. Et je pense que nous sommes suivis en ce moment sur cette émission. Le gouvernement va faire donc davantage d'efforts pour que voilà. Géraud, tout à l'heure, Félicien il parlait, il a soulevé un pan du fait que, par exemple, au cours d'un arrêt bus, il faut que les jeunes cèdent leur place aux personnes âgées pour mieux les mettre dans de bonnes conditions. Là, la société, elle est interpellée là. Si, la société est interpellée et l'éducation également est interpellée.
C'est une affaire donc de morale et de civisme. Donc de savoir tout simplement que toutes les fois... Ce qui a déserté le forum... Aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il n'y a plus ce réflexe-là. C'est vrai que je me rappelle très bien que quand on était au primaire, on avait reçu le son où on nous avait dit que c'est comme ça se fait, que les premières places sont toujours laissées aux personnes du 3e âge, aux femmes enceintes, voilà, aux handicapés. On sait ça, donc c'est un réflexe. Toutes les fois on se retrouve dans ces conditions-là, on le fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu comme si cela n'est plus des habitudes de tout le monde ou de la jeunesse. C'est vrai, je me rappelle très bien que j'allais à Parakou et on avait pris le bus, effectivement, il y avait donc un peu de monde et tout, mais les jeunes gens ne se gênaient pas du tout. Ne se souciaient pas du tout des personnes du 3e âge et tout. Et j'ai remarqué que c'était vraiment un souci. Ce n'était pas comme par le passé où, effectivement, de façon spontanée, on se dit, ah, s'il vous plaît, monsieur, policier, venez nous asseoir, et on se lève, on lui laisse la place. Donc je pense que c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau pour que cette habitude oui, donc il faut forcément donc, que l'enseignement là commence par être donné à nouveau. C'est un peu comme si l'enseignement là, l'éducation là, ne se donne plus normalement. C'est une affaire d'éducation. Quand tu apprends... À l'école ou bien à la maison? Oui, à l'école. Oui, à l'école d'abord. Et à la maison, ça c'est naturel. Normalement, à la maison, ça doit se dire au quotidien. Maintenant, à l'école également. Parce que je me rappelle très bien que si moi je l'ai gardé, c'est parce que je l'ai appris. Et c'était à l'école. Donc j'ai vu que ces gens, c'est comme ça se fait. J'ai caricaturé cela comme ça, on ne le fait pas autrement. Quand tu vois une personne du 3e âge, tu lui cèdes ta place, s'il est debout, s'il n'y a plus d'autre place. Et puis, c'est un réflexe. Voilà, les efforts du gouvernement, oui, mais la société doit apporter également sa part. Oui, la société doit jouer son rôle. Et je pense que pour ça, on n'a même pas besoin de sensibiliser quelqu'un pour ça. Je le dis parce que nous sommes tous des potentielles personnes âgées. À moins que quelqu'un veuille mourir jeune. Et si quelqu'un pense que lui aussi, demain, il sera une personne âgée, il doit pouvoir prendre soin aujourd'hui des personnes âgées, même si on ne nous sensibilise pas pour ça. Parce que ça, on n'a pas besoin d'un communiqué ou bien de faire des émissions, on n'en a vraiment pas besoin. Chacun doit le savoir. Même si vos parents ne vous le disent pas, vous devez savoir que vous allez prendre soin, vous devez prendre soin des personnes âgées et leur donner la place qu'il faut. Et c'est d'ailleurs depuis Parakou, le samedi dernier, Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a dit ceci: l'avancement en âge ne constitue pas un prétexte pour la perte des prérogatives des services essentiels de base. Donc, c'est pas parce que la personne est devenue une personne âgée qu'il faut la négliger lorsqu'elle vient, par exemple, demander un service administratif. Et vous êtes directeur, vous êtes jeune, vous venez, vous le négligez, vous l'oubliez là, alors peut-être qu'il a été à votre place, alors qu'il a été même plus que vous. C'est pas parce que, la personne est une personne âgée que vous la retrouvez dans les escaliers et vous n'avez pas pensé à le soutenir, à l'aider à monter les marches de l'escalier. C'est des choses qui doivent des réflexes, bien sûr, pour tout jeune. Malheureusement, ce n'est pas le constat qui est fait. Mais l'État, lui, continue de faire ce qu'il doit faire. Vous voyez, par exemple, les personnes âgées qui sont admises à la retraite aujourd'hui, qui perçoivent leur pension. Avant, elles étaient obligées de se déplacer pour aller vers le trésor. D'autres devaient aller donc vers les recettes perception. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a un travail qui a été fait pour que ces personnes âgées puissent même percevoir sur leur téléphone à la maison leur pension. Je pense que l'État joue quand même son rôle, mais la société doit forcément jouer également son rôle. Voilà, nous allons évoluer dans cette causerie. On va faire 2 tours de table sur ce sujet-là, la création des emplois, promotion de l'entrepreneuriat, voilà, chez les jeunes et également chez les femmes. Le Bénin qui a obtenu le jeudi dernier environ 100 millions de dollars auprès de la Banque mondiale. Félicien Fagnon, cette nouvelle, pourquoi cibler les jeunes et les femmes? Quand vous prenez aujourd'hui la population béninoise, elle est majoritairement constituée d'abord de jeunes, puis ensuite de femmes. Et si aujourd'hui, on peut faire quelque chose pour que les jeunes aient de l'emploi, ou bien même s'auto-emploient eux-mêmes, et que les femmes soient économiquement autonomes, je pense que nos problèmes sont en majorité réglés. Les problèmes liés au chômage, les problèmes liés à la souffrance, beaucoup de problèmes donc seront réglés. C'est pour ça que les actions qui sont menées s'adressent
parfois, ou bien le plus à la jeunesse et aux femmes. Parce que la population est majoritairement composée donc, de ces deux couches de population. Gaougero, la banque demande à ce qu'on fasse plus de promotion pour l'entrepreneuriat. Pour l'entrepreneuriat. Et on remercie d'abord même la Banque mondiale pour cela, pour ce geste-là, pour ce soutien financier-là, voilà, au PAG. Vraiment, on remercie la banque pour ça. Et il n'y a plus... Si on tend vers le développement, sans l'entrepreneuriat, on ne peut pas aller vers. Ce n'est pas possible. L'État ne peut plus recruter. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord sur ça. Ce débat ne se fera plus. Maintenant, c'est comment faire effectivement pour multiplier les sociétés privées dans le but de dynamiser la jeunesse à s'auto-employer. Donc, je pense que pour le chômage et pour... Puisque pour l'utilisation de ces fonds, il y a également la création des emplois de qualité et de grand nombre. Voilà. Voilà, oui. Félicien. Vous savez, moi particulièrement, je suis contre le fait que des jeunes aujourd'hui attendent que l'État le gouvernement lance des concours pour courir et sauter. On lance peut-être un concours, on veut 1000 personnes, c'est 10 000 dossiers qu'on reçoit. Je suis particulièrement contre ça parce que le jeune est plus autonome que lorsqu'il a créé lui-même son emploi. Le jeune peut créer l'emploi aujourd'hui et aller vers l'État pour demander un soutien. C'est pour ça que l'État a l'obligation de créer, quelqu'un l'avait dit, une banque de la jeunesse. Le jeune n'a pas de garantie, mais si le jeune a une idée de créer une entreprise, il faut que ce jeune-là soit soutenu. Et ce montant que nous venons d'avoir, c'est un espoir du gouvernement qu'il faut saluer, parce que ça va soutenir ces jeunes-là dans l'entrepreneuriat. Ces jeunes-là qui ont eu des idées ou bien qui ont des projets qu'on peut financer, même au niveau de l'agriculture, ce montant-là peut donc les soutenir. Et si c'est bien utilisé, je suis sûr que la Banque mondiale va en augmenter ou d'autres institutions vont se pointer également pour accompagner ces jeunes-là. Mais si nous l'utilisons comme ça a été le cas en 2009, 10, 11, où on prend des millions du FNPEJ et on ne fait pas ce qu'on doit faire, on va se payer des voitures, on va se construire une maison. Ce n'est plus le cas maintenant. Il faut que quand même puisse avoir des projets avec ces fonds-là, on les finance. Et si chacun est autonome, je vous dis que l'État peut même lancer un concours et dire je veux 500 personnes et avoir 200 dossiers. Parce que vous serez à la sorte de l'État, c'est l'État qui vous paye un salaire peut-être qui ne vous suffit pas. Alors que si vous vous auto-employez, vous serez payé en fonction du travail, des efforts que vous aurez fournis vous-même. C'est pour ça que je suis d'accord pour l'entrepreneuriat et je voudrais vraiment saluer le gouvernement, plus précisément donc le ministre des Finances, pour cet exploit. C'est un exploit et il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Une bonne nouvelle pour la jeunesse. Bonne nouvelle pour la jeunesse. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat, effectivement, on voit que beaucoup de jeunes ont compris. Beaucoup de jeunes ont compris. C'est vrai que l'éducation ne nous a pas préparés à cela. On nous avait préparé après les diplômes, vous aurez le travail. Donc, étudiez tout simplement et après ça, croisez les bras, déposez les dossiers, vous aurez le travail. C'était ça en fait. On ne peut pas se mentir, c'était ça, mais on a compris que ce n'est plus la réalité, ce n'est plus ça qui est vrai. Maintenant, celui qui entreprend et qui réussit, et on voit, les autres voient, d'autres qui n'ont pas encore pensé à ça, qui pensent toujours que c'est l'État qui doit lancer forcément un concours d'abord, et qui commencent pas à observer ça, commencent pas à se dire, je suis en train donc de perdre mon temps en espérant forcément un recrutement de l'État. Parce que tu vois l'autre en train de réussir. Il a commencé petitement. Peut-être avant de, je dis de façon banale, peut-être des galettes. C'est par là il a commencé, tu l'as vu toi-même. Tu ne sais pas que c'est déjà une entreprise. Parce que pour toi, pourquoi j'aurais une maîtrise et commencer par vendre des galettes? Pour toi, tu as pensé que ta maîtrise uniquement doit t'amener dans un bureau. Point barre. Alors que ta maîtrise doit t'amener à vendre la galette, pas comme l'autre vendeur de galettes à côté de toi. Tu dois vendre la galette différemment de lui. On verra que celui-là, il a un savoir. C'est ça en fait l'entrepreneuriat, ce n'est pas autre chose. Il faudrait pas qu'on pense que nos diplômes là, forcément, c'est pour des concours que nous avons eu des prix.